Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Sailors, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Sailors, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, un studio de production de contenu, une conférence annuelle sur la voile de compétition Sailors Connect, ainsi qu'un festival du film, le Sailors Film Festival, que vous pouvez retrouver sur sailors.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans le 244e épisode de Pause Report, le podcast de Sailors qui, toutes les 2 semaines, décrypte, analyse et décortique l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 23 mars, il est exactement 17h et nous allons parler aujourd'hui de voile olympique avant le coup d'envoi le week-end prochain de la semaine de Palma, mais également du circuit ETF 26 série avec nos 2 invités du jour. Le premier a été sacré champion du monde de 49er en 2024 avec Erwan Fischer, avant de se classer 12e au JO de Paris 2024 et de repartir sur une préparation olympique en vue des Jeux de Los Angeles. Il est chez lui du côté de La Rochelle, il s'agit de Clément Pékin. Salut Clément. Salut. Le second a quant à lui disputé les derniers Jeux également en Accra 17 avec Lou Berthomieux avec une belle 5e place à la clé. Il fait équipe depuis l'an dernier sur le même support en Accra 17 avec Aloïse Roth-Tornaz avec de bons résultats puisqu'ils ont notamment décroché une médaille de bronze européenne il y a un an. Il s'agit de Tim Mourniac. Salut Tim. Salut. Messieurs, merci d'avoir accepté mon invitation. Avant de vous donner la parole, je vais faire un bref résumé de votre actu du moment. Vous repartez donc sur une saison olympique qui sera particulièrement compacte cette année puisque tout va se jouer de mars à juillet avec notamment le grand rendez-vous pour vous de Quiberon à domicile pour toi Tim qui accueillera du 9 au 16 mai les championnats du monde de 49er FX et de Accra 17 avant des championnats d'Europe en juillet en Allemagne. Clément, vous avez brillamment attaqué la saison avec une victoire sur la Lanzarote International Regatta aux Canaries en février. Puis un titre de champion de France à Marseille, un titre de champion de France également pour toi et Aloïse Tim. Place maintenant aux choses sérieuses avec donc le Trofeo Princesa Sofia en fin de semaine, autrement dit la semaine de Palma, puis la semaine olympique française à hier en avril avant les mondiaux en mai. Parallèlement, vous êtes engagé sur le circuit ETF 26 qui a débuté il y a 10 jours à Mar Menor en Espagne, où Tim, vous avez pris la 2e place avec l'équipe de Team Pro. Clément, pour tes débuts sur le circuit, la 6e sur Team Sport BAMS. Voilà pour ce petit résumé de votre actualité. Peut-être avant de parler de cette actu, on va faire un rapide retour sur votre saison 2025, sur vos saisons respectives. Clément, raconte-nous un petit peu comment s'est passée cette saison de remise en route du projet olympique. Comment s'est passée cette année 2025 avec Erwan? Ouais, bien sûr. Donc, déjà à la suite des Jeux Olympiques avec Erwan, on avait déjà décidé de repartir pour une nouvelle aventure olympique, donc pour les Jeux Olympiques de Los Angeles, en espérant y décrocher une médaille. Et c'est vrai qu'on a décidé de reprendre un petit peu doucement parce que on sait que 4 années c'est long et qu'il faut réussir aussi à tenir le rythme jusqu'au bout. Donc, on avait décidé l'année dernière de recommencer l'entraînement au mois de janvier, mais tranquillement. Donc, on avait recommencé à Quiberon, en terre connue. Il faisait assez froid, je m'en rappelle, mais le plaisir de retourner sur l'eau était vraiment très agréable. Et puis après, on avait décidé de reprendre la saison sportive au niveau des compétitions sur Palma, mais en sachant en amont que il y allait encore avoir une nouvelle coupure parce que Erwan avait un projet enfant, donc c'est pour ça qu'on a eu une petite coupure, on n'a pas beaucoup navigué ensemble l'année dernière. Et donc on a repris la saison à Palma, où on a brillé parce qu'on a gagné la compétition. Ce qui nous a aussi rassurés dans nos choix de repartir en se disant on était encore capable de réaliser de belles choses. Ensuite, moi, pendant le congé paternité d'Erwan, j'ai continué à naviguer avec le frère d'Erwan, Kevin, où j'ai fait 2 événements. J'ai fait le championnat d'Europe et la semaine olympique française à hier. C'était super enrichissant de naviguer avec Kevin. On a appris plein de choses et moi, ça me permettait aussi de continuer à naviguer pendant la pause d'Erwan. Ensuite, quand Erwan est revenu, il est revenu directement pour une compétition et c'était pendant
la troisième épreuve de Grand Slam à Kiel. Et bah, c'est vrai qu'on a encore brillé parce qu'on a gagné l'épreuve. Donc c'était vraiment super chouette de recommencer la saison avec 2 victoires avec Arwan. Et puis il y a eu le championnat du monde qui était l'épreuve majeure de l'année pour nous en 2025, qui était à Cagliari au mois d'octobre. Et on a terminé 11e de la compétition. Donc on était un peu déçus. Voilà, il y avait plein de belles choses dans le contenu de cette épreuve-là, mais on était un peu déçus de certains secteurs sur lesquels on a un peu pêché avec Arwan. Et voilà, on s'est remis au travail, on a bien identifié ses points de progression et voilà, on sent déjà que bah, déjà en début de saison 2026, en tout cas les points d'intention qu'on avait identifiés en 2025, on a réussi à les améliorer et puis à être en bonne voie en tout cas pour progresser. Est-ce que quand on sort d'une première Olympiade, comme celle que vous aviez vécue, bon, vous n'avez pas caché que vous étiez un peu déçu par votre 12e place à Marseille, est-ce qu'on remet tout à zéro? Est-ce qu'on remet tout à plat? Ou est-ce que vous avez changé des choses au moment de redémarrer cette PO? Non, c'est vrai que en tout cas, nous, on avait décidé de pas tout remettre à zéro parce qu'on était bien conscient que certes, il y avait une mésaventure aux Jeux Olympiques où voilà, on n'a pas performé comme on voulait, mais par contre, on était très conscient que voilà, la manière dont on avait procédé sur l'Olympiade et sur les saisons précédentes, bah, ça avait porté ses fruits. Donc pour nous, ça servait à rien de tout changer. Par contre, on a vraiment essayé d'améliorer les secteurs où on sentait tous les deux. Voilà, qu'on avait un petit peu à travailler, qui n'était pas encore très fort. On se sentait peut-être un peu fébrile. Et voilà, donc on a plutôt essayé de se dire, voilà, les bases sont là. On sait qu'on est plutôt voilà bon dans telle et telle condition. Voilà, qu'on a ça par contre qu'on aimerait bien un peu améliorer. Et c'est vrai qu'on est plutôt parti là-dessus, nous, sur ces options-là, en se disant, bon, on va essayer de consolider tous nos points qui aujourd'hui nous paraissent être bons pour être performants, peu importe les conditions. Donc, on a juste remis à plat tout ça et on a continué à progresser en fait comme si c'était la même courbe de progression depuis qu'on navigue ensemble avec Arwan, quoi. D'accord. Tim, quel a été de votre côté le bilan de l'année 2025 avec Aloïse, hein? Donc, on rappelle que tu as changé de partenaire à l'issue des Jeux de Paris 2024 et que tu as donc choisi de t'associer avec Aloïse, avec laquelle elle avait déjà fait une pige avec toi qui avait été assez payante. Raconte-nous comment tu as vécu cette année 2025 et quel est le bilan que tu en as fait, qui est plutôt assez bon, puisqu'il y a eu une troisième place européenne et une huitième place mondiale, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. On a commencé notre association avec Aloïse en février 2025, après une pause respective pour moi après les Jeux et après la Women America's Cup pour Aloïse. On connaissait un peu les défis de cette année 1, hein. C'était de se mettre au niveau technique en tant que binôme. J'avais un petit peu d'expérience sur le NACRA, mais Aloïse moins. Donc l'idée, voilà, c'était de faire grimper le duo à un niveau, on va dire, respectable et surtout capable d'aller performer sur les régates de cette saison 2025. Voilà, on va dire un bon travail hivernal entre février et mars avant d'aller sur notre première régate qui était la semaine olympique française à hier. On prend une première 6e place qui était encourageante et surtout dans le contenu, on avait l'impression d'avoir la vitesse de certains meilleurs mondiaux, donc déjà très ravi. Et la deuxième régate, bah, c'était le championnat d'Europe et tout de suite on se sent compétitif et on ramène voilà notre première médaille internationale ensemble, une belle médaille de bronze derrière les deux cadors de la discipline que sont les Anglais et l'équipage italien. Donc voilà, un début de saison vraiment super, avec en plus en point d'orgue une victoire sur la semaine de Kiel juste après. Donc ouais, vraiment ça s'est super bien goupillé sur ce début de saison. Et le championnat du monde était un peu plus tard dans la saison. On était sur une bonne dynamique et avec la volonté de pousser encore plus parce qu'on avait l'impression d'en avoir sous la pédale. Et peut-être un peu trop parce qu'on est arrivé un peu fatigué sur ces mondiaux. Et ça s'est pas goupillé parfaitement dès le début et on a eu du mal à raccrocher le wagon. Et on termine 8e. Voilà, un petit peu de déception, hein, parce qu'on avait la sensation d'avoir les cartes pour faire un petit peu mieux. Mais pour une première année de duo, on est satisfait.
Et il y avait plein de beaux axes de travail définis à la suite de ce bilan 2025 qu'on a essayé de creuser cet hiver et plutôt content de l'hiver. Qu'est-ce qui est le plus dur à mettre en place quand on change d'équipière comme tu l'as fait? Euh, Sûrement, voilà, c'est peut-être un peu de communication, aussi de coordination. On essaye de vraiment créer, on va dire, un espace de com, un espace de travail le plus efficient et performant possible pour vraiment progresser le plus rapidement possible. Mais il y a des choses qui viennent uniquement avec l'expérience et les milles accumulés sur l'eau. Et c'est cette partie-là qui est pas forcément facile à manager parce que parfois c'est un peu frustrant, mais voilà, il faut laisser le temps au temps et on le sent avec Aloïs que vraiment chaque heure passée sur l'eau est vraiment un pas en avant et c'est plutôt gratifiant de revenir pratiquement à chaque session un peu plus fort que la veille. Ouais, ouais. Vous faites un podium européen, vous faites donc une huitième place mondiale. Malgré ça, vous n'êtes pas cette année en équipe de France. Je crois qu'il y a 9 athlètes seulement qui ont été sélectionnés en équipe de France cette année. J'imagine que vous connaissez les règles, hein. Il fallait faire sixième, je crois, aux mondiaux l'année dernière. Et qu'est-ce que ça change pour vous? Est-ce que ça change, ça fait un changement fondamental pour vous? Bah oui, hein, enfin, pour être tout à fait honnête, c'est un plutôt un, un petit pas en arrière au niveau financier et accompagnement fédéral. Ouais, Mais voilà, on est dans ce qu'on appelle le groupe France Performance, qui est vulgairement une équipe de France B. Et, euh, et on reste quand même bien aidé par la fédération. Donc, c'est pas le Qatar, mais vraiment, on a les moyens de nos ambitions et surtout un accompagnement plutôt important pour l'été à venir qui devrait se passer à Los Angeles pour nous comme pour Erwan et Clément. ouais, ouais. Vous avez, et je crois que c'est le cas aussi, Clément, noué un partenariat avec Banque Populaire Grand Ouest, hein, qui a été annoncé récemment, BPGO. Qu'est-ce que ça vous apporte? Bah, principalement, c'est vrai que bah, tout d'abord, ça va être bien d'avoir un groupe restreint d'athlètes de voiles d'horizons différents. On est tous sur des supports différents dans le collectif BPGO. Donc c'est vrai que voilà, on va essayer aussi d'aller chercher un petit peu les uns chez les autres, un petit peu un accompagnement entre athlètes, je veux dire, sur différentes méthodes, de voir un petit peu le projet sportif. Je pense qu'on peut aller chercher ça déjà entre le collectif d'athlètes. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a aussi un soutien financier, hein, de la part de BPGO qui nous aide effectivement à pouvoir financer nos saisons et du matériel. Je sais qu'il y a différents types d'aides au sein de BPGO. C'est vrai que moi, en étant déjà salarié avec le groupe SNCF, voilà, ça me permet de bénéficier derrière de BPGO d'un soutien financier. Et je sais pour Tim et Aloïs qui n'avaient pas de statut social en fait avant d'arriver chez BPGO, il leur a été proposé ce qu'ils appellent un CIP, un contrat d'insertion professionnelle, qui permet voilà d'être salarié chez eux et puis d'être aussi à disposition, de donner en fait un certain nombre de jours à BPGO et le reste du temps d'être à disposition pour les entraînements et les compétitions. Donc voilà, il y avait différents niveaux de partenariat, mais c'est vrai que c'était un vrai soutien en tout cas pour notre projet. Ouais. Tim, toi, est-ce que du coup, ça vous permet quelque part de combler la différence entre faire partie de l'équipe de France et du groupe France Performance d'un point de vue budgétaire? Ah bah, du coup, comme le disait Clem, nous, ce partenariat, il n'a pas vocation de financier à proprement dit notre saison, mais plutôt de nous faire vivre. Plus simplement, avec Aloïse, on était à la recherche d'un statut socio-pro en adéquation avec nos ambitions et ce projet qui est très prenant. Et Banque Pop Grand Ouest nous a fourni ça avec une convention d'insertion professionnelle. Donc voilà, l'idée de ce partenariat, c'est de nous donner un salaire en contrepartie d'une quarantaine de jours de travail et aussi de pouvoir pleinement nous engager dans notre campagne olympique. Donc c'est pas vraiment un volet financier, financement de campagne, mais plutôt Ouais. sur le côté socio-pro.
D'accord. À propos de financement, vous pratiquez un sport à matériel. Racontez-nous, ce que vous avez le droit, l'un comme l'autre de faire sur vos bateaux. Est-ce que vous pouvez toucher à beaucoup de choses? Est-ce que l'enjeu matériel est important sur vos supports? On va continuer avec toi, Tim. Oui, bah carrément, comme tout bateau, l'enjeu matériel est important. Pour nos deux séries, c'est des séries monotypes, One Design. Ouais. Donc, on n'a pas le droit de développer de matériel à proprement dit. On peut uniquement se fournir dans les usines de nos marques respectives de bateaux, à savoir Nacra 17 et 49er. Et voilà, par rapport à ça, bah, qui dit One Design dit soi-disant le même matériel pour tout le monde, mais il y a une petite astérix à ça, c'est qu'il y a des erreurs de fabrication par moment ou des petites différences, surtout notamment sur les voiles ou les gréements. Et c'est ça qu'on à la fois qu'on recherche et qu'on essaye de maîtriser le plus possible. Donc ça passe par malheureusement beaucoup d'achats de matériel et qu'on essaye de qualifier, qu'on essaye de mesurer dans un premier temps, notamment pour les gréements s'ils sont raides, plus souples, et ensuite construire tout au long de la saison le matériel qu'on qu'on souhaite pour les compétitions les plus importantes ou plutôt à utiliser à l'entraînement. Donc on va dire que c'est l'essentiel de notre travail sur des séries monotypes. C'est la qualification et la hiérarchisation de notre matériel. Et après, à la marge, bah, on a des petits moyens d'optimisation, essentiellement l'état de surface des bateaux ou des foils. Mais voilà, rien de très radical et ce qui assure aussi une certaine équité entre les différents bateaux. Clément, c'est la même chose pour vous? Et est-ce qu'il y a un enjeu aussi financier derrière ça? Ouais, complètement. C'est vrai qu'on a, bah, comme l'a dit Tim, c'est vrai que bah, c'est du one design de nos supports, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de différences quand même remarquables, en tout cas nous au niveau des sensations, qui sont retranscrites sur l'eau entre différentes voiles, différents mâts, différents bateaux. Bah, du coup, c'est vrai qu'on est amené à devoir tester pour savoir bah, quel matos voilà, qui est le plus performant pour nous, notre équipage, hein, qui est pas spécialement aussi performant pour un autre équipage, mais en tout cas pour le nôtre avec nos habitudes on a besoin d'essayer de retrouver au maximum, voilà, ce qui nous permet de nous convenir au mieux. Donc, on a un sacré volume effectivement de matériel à tester. Et puis la particularité aussi de là cette Olympiade, c'est que bah voilà, on va avoir avec les Jeux Olympiques à Los Angeles, si on est amené à y aller bah, régulièrement, c'est vrai que ça fait un container en plus. Donc il faut aussi qu'on puisse emmener du matériel performant et en Europe et aux États-Unis. Donc on se doit de d'identifier du matériel performant, voilà, pour être aussi performant en Europe et outre-Atlantique. Donc ça demande encore plus d'investissement de matériel et de tests également pour être sûr que voilà qu'on ait vraiment bah, du matos vraiment Top Gun, bah, peu importe où on est, peu importe les entraînements, parce que c'est aussi très important de s'entraîner avec du bon matériel. Donc c'est vrai que ça va te demander encore plus de voilà d'organisation, de logistique et puis de d'investissement aussi pour trouver du matériel performant, peu importe où nous serons. Heu, Tu peux nous dire à combien ça revient à peu près une année olympique pour vous, en termes de budget? Bah nous avec Erwan, c'est vrai qu'on a budgétisé ça à peu près à une grossièrement à 100 000 euros à peu près par an avec l'investissement de matériel, les déplacements, etc. Et, euh, et c'est vrai que voilà, nous après c'est des règles qu'on s'est fixées dans notre équipage, mais on veut vraiment se naviguer avec du bon matériel et puis aussi avoir une coque qui est assez performante tout le temps. Et c'est vrai que nous les coques c'est un peu du consommable parce qu'il y a quand même une liaison entre les ailes et la coque et finalement au bout d'un an on s'aperçoit que ça prend du jeu et que c'est difficilement rattrapable et c'est forcément moins compétitif qu'un bateau neuf et raide. Donc voilà, on s'est mis une petite règle aussi de naviguer tous les ans au final sur un bateau neuf. Et c'est vrai que là aujourd'hui, les prix font qu'augmenter et ne serait-ce qu'un bateau, c'est à peu près 40 000 euros tous les ans. Ouais, 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 ouais. Tim, c'est à peu près le même budget pour toi? Dis-moi, est-ce que tu peux nous dire? Ouais, c'est sensiblement pareil. On a longtemps été la classe la plus chère en olympisme, mais on va dire que l'usine Nacra a un peu arrêté d'augmenter les prix et nos amis du 49ers nous ont un peu rattrapés. Donc on est un petit peu
un petit peu dans la même situation maintenant. Et oui, oui, c'est des gros investissements, hein. Nous, on a un peu la chance d'avoir des bateaux qui sont solides, Ouais. mais mais l'usine se rattrape sur les voiles, on va dire. Et donc voilà, c'est jamais facile déjà de trouver du bon matériel et surtout bah, notamment pour les équipages un peu jeunes, etc., de trouver les financements pour avoir ce bon matériel là, parce il faut en acheter pas mal, il faut acheter du volume. Donc voilà, ça serait peut-être parfois un peu plus simple si on avait un vrai suivi de production digne de ce nom. Mais c'est aussi les joies de l'olympisme. Il y a moyen d'aller trouver des petites différences chez le constructeur et pouvoir jouer avec ça. Parlons maintenant de la saison qui vient de débuter. Donc, la première épreuve du Sailing Grand Slam, donc ça sera la semaine de Palma cette semaine. On va continuer avec toi, Tim. Comment vous avez préparé, vous, cette saison? Ça s'est passé où et sur quoi vous avez travaillé en particulier avec Héloïse? Voilà, ben nous on a plutôt fait le choix de partir aux Canaries cet hiver, donc de janvier à février, euh, de rejoindre notre groupe d'entraînement international composé des Hollandais, 2 équipages hollandais et d'un équipage turc. L'idée, voilà, c'était de pouvoir faire un bon volume de navigation durant l'hiver avec des partenaires compétitifs. Avec Aloïse, on avait, on va dire, 2 grands axes de travail qui étaient dans un premier temps la communication, parfaire notre communication technique et aussi en régate, et également voilà de gagner en confiance et en fluidité technique sur le bateau. Donc voilà, Lanzarote et l'environnement qu'il y avait là-bas nous convenait à merveille pour travailler ces 2 axes, et plutôt content de ce qu'on a pu faire cet hiver, notamment bah, avec notre entraîneur Gilda Philippe, et le complément apporté par la Fédé d'un deuxième entraîneur spécialiste catamaran en la personne de Christophe Espagnon. Donc non, ça s'est vraiment bien goupillé pour nous, et on a hâte de la première compétition pour bah, à la fois jauger ce travail-là et aussi définir le plan de bataille jusqu'au championnat du monde. Et vous, Clément? Et moi, effectivement, c'est un peu pareil. On a fait le choix cet hiver de partir à Lanzarote. Voilà, on avait un calendrier qui était assez chargé, nous, en début d'année, et on s'est dit que on aimerait bien essayer de maximiser le temps passé sur l'eau, et Lanzarote, on a décidé que c'était plutôt un bon endroit pour ça. Et au final, je crois qu'on s'est pas trop trompé, parce que en discutant avec nos collègues qui sont restés voilà, au sud du Portugal ou alors en Italie, bah, avec toutes les tempêtes hivernales qu'on a pu avoir, c'est vrai qu'eux, ils ont beaucoup de jours qui ont sauté. Donc nous, on est plutôt contents, parce que on avait décidé de faire des petits blocs d'entraînement d'à peu près une dizaine de jours. Et sur les 10 jours, à chaque fois, on arrivait à naviguer les 10 fois. Donc voilà, on a pu maximiser tout ça. Et puis on avait des sujets aussi bien spécifiques à travailler avec mon binôme Erwan. Et c'est vrai que bah, c'était l'endroit parfait aussi pour se jauger, pour bah, voilà, faire du volume d'entraînement, avoir des compétitions un petit peu bah, pendant la période hivernale pour pouvoir se jauger. Et puis aussi, voilà, l'idée c'était aussi voilà, de bien se préparer pour la première épreuve qui est dans une semaine à Palma. Et c'est quoi les points spécifiques que vous avez identifiés avec Erwan? Et ben, ça rejoint un petit peu ceux de Tim. Nous, on avait besoin un peu ouais, c'est marrant parce que ça fait près 8 ans qu'on navigue ensemble avec Erwan, mais on avait besoin d'avoir un langage commun au final dans toutes les actions voilà, quand on naviguait. Donc ça, c'était vraiment l'élément de base pour lequel on avait envie de travailler. Et puis, il y avait aussi, voilà, de vraiment, ouais, d'avoir un langage commun pendant la navigation, et puis et essayer de se faire accompagner pour travailler un petit peu plus. On avait le côté tactique stratégie, où justement on avait identifié qu'on avait quelques trous à des moments, on avait un très bon niveau, mais que voilà, il fallait qu'on performe un petit peu dans des secteurs, justement qu'on pouvait retrouver à Lanzarote un peu avec ce vent de terre qu'on a souvent là-bas. Et donc du coup voilà, c'était essayer justement de trouver un vocabulaire et un peu des réflexes quand on avait justement ce type de vent qui sont toujours un peu complexes avec un peu d'incertitude. Et voilà, on s'est dit que c'était aussi une bonne idée d'aller là-bas et de pouvoir
voilà, essayer de progresser sur ces sujets-là, quoi. Et effectivement, un peu comme Tim, on a fait appel, nous, à Benjamin Bonneau, qui Ouais. nous a aidé un petit peu dans justement dans cet univers-là, tactique stratégique. Je sais que c'est quelque chose qu'il aime bien et sur lequel voilà, il aime bien aussi enseigner. Et on a fait appel à lui et pendant une régate. Et il nous a donné plein de conseils hyper intéressants. Donc on a hâte de pouvoir reprendre le travail avec lui d'ailleurs. Ça nous a vraiment aidé en tout cas à passer des steps un peu supérieurs sur cette dimension-là. Vous gagnez la régate donc à Lanzarote, vous enchaînez avec le titre de champion de France à Marseille. Vous êtes bien lancé? Ouais, complètement. C'est vrai que c'est pas pour autant qu'on va se reposer sur nos lauriers, mais on est super content. C'est vrai qu'on pouvait pas mieux démarrer. La régate de Lanzarote était super intéressante, voilà, d'un point de vue, voilà, discussion, échange avec Arwan. Et effectivement, on s'est aperçu qu'on avait, voilà, toutes nos bases pour lesquelles on n'a pas trop essayer au niveau de la vitesse, je veux dire, du bateau, c'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas beaucoup travaillé ces derniers temps. C'était plus axé sur la tactique, stratégie, les départs. Donc c'est un secteur qu'on avait un peu délaissé, mais on s'est rendu compte que même en régate, voilà, ça nous pose pas trop de problèmes et on se retrouve assez vite sur cette dimension-là avec Arwan. Et c'est vrai que oui, on pouvait pas rêver mieux voilà, de pouvoir commencer la régate le circuit, pardon, sur 2 victoires. Et ça donne vraiment hâte, en tout cas, bon, voilà, que la semaine prochaine, on puisse de nouveau régater en 49ers sur Palma, qui est en plus un plan d'eau qu'on aime bien. Donc, non, on pouvait pas rêver mieux qu'en un début de saison, c'est sûr. Qu'est-ce que vous attendez justement de Palma? Il y aura toute la concurrence sur Palma et tout le monde est là déjà pour ce début de saison? Ouais, effectivement, bah, on y était la semaine dernière et c'est vrai qu'on a fait notre première semaine d'entraînement là-bas avec Erwan et on s'est aperçu que le parking était rempli, il n'y avait plus beaucoup de place, donc c'est signe quand même qu'il y a du monde et qu'il y aura du monde sur la régate. Et puis en regardant un peu la liste des inscrits, c'est vrai que bah, tout le gratin mondial va être là. C'est souvent une épreuve très importante, Palma, parce que bah, c'est un peu le début de la saison et pour la majorité des équipages, bah, c'est là où ils essaient aussi de se jauger et de savoir un petit peu bah, quels vont être les axes d'amélioration pour tous les équipages pour la saison. Donc c'est vrai que Palma, c'est un peu le début et le saut dans le grand bain, je trouve, pour démarrer la saison. Mais c'est sûr, c'est que voilà, tous les équipages ont un cœur de bien performer pendant cette épreuve-là. Enfin, on le voit, tout le monde a la niaque et tout le monde est un peu chaud sur les départs. Mais oui, c'est vrai que bah, nous en plus c'est un peu particulier vu que c'est la première grosse épreuve internationale qu'on gagne avec Aaron en 2022. Donc c'est vrai que c'est toujours sympa de revenir là-bas. Et puis aussi on a un titre à défendre. On a gagné l'épreuve l'an dernier, donc voilà, on a envie de bien performer encore une fois sur le plan d'eau de Palma. Ouais, on rappelle qu'en 49ers, comme en Accra d'ailleurs, il y a une grosse densité internationale et même nationale parce que, parmi vos principaux concurrents, vous avez les Français, Lucas Rual et Emilia Moros qui ont terminé juste derrière vous, à la fois au championnat de France à Marseille et sur la semaine à Lanzarote. Tim, pareil, j'imagine que tu as hâte d'aller se confronter, à la concurrence internationale. Tout le monde sera là aussi, en Accra? Oui, carrément. C'est vraiment, on va dire, le leitmotiv de cette première régate à Palma, hein. C'est de pas surjouer, de bien mettre en place ce qu'on a travaillé tout l'hiver et voir ce que ça donne par rapport aux autres, tout simplement. Pour notre part, en Accra, presque tout le monde, parce que sûrement les Italiens seront pas de la partie, car en préparation pour la coupe, pour le premier event à Cagliari. Donc voilà, mais les Anglais champions du monde en titre seront de la partie et plusieurs autres grosses nations. Donc ça reste un plateau très relevé et une belle bagarre qui s'annonce. Ouais. Il y aura après la SOFA hier en avril et surtout, comme je le rappelais, comme je le disais en préambule, les mondiaux, à Quiberon, au mois de mai, 9-16 mai. J'imagine que Tim, toi, tu seras un peu le local de l'étape, tu ne seras peut-être pas le seul d'ailleurs. J'imagine que c'est un rendez-vous, capital pour vous. Comment vous le préparez ce rendez-vous? Est-ce qu'il y a une préparation spécifique pour les mondiaux à Quiberon? Bah, comme tu le disais, pour ma part, un peu spécial comme événement, local, forcément, parce que j'habite à 5 minutes et j'ai tout simplement grandi à l'école nationale de voile, maintenant I2N, Institut national du nautisme. Ce championnat, en plus, championnat du monde, épreuve majeure de la saison. Donc voilà, c'est un petit mix sympa, hein, en ce début d'année. Comment on le prépare? Pour notre part, assez simplement, hein,
Nous, notre idée, notre stratégie est vraiment de se construire en vue des Jeux Olympiques, hein, et de continuer à cette pente ascendante qu'on a initiée. Donc voilà, le championnat du monde, c'est un point étape important sur lequel on a envie de performer, bien évidemment. Et voilà, on essaye de jalonner ce début de saison intelligemment pour arriver avec le maximum de cartes en mai prochain. Et vous naviguez beaucoup du coup sur le plan d'eau de ces mondiaux? J'imagine que toi tu le connais un petit peu par cœur. Pour être tout à fait honnête, moi j'ai été très rapidement au tout début de cette aventure quiberonnaise, championnat du monde, dans le comité qui a porté la candidature pour les aider et les conseiller sur ce début d'aventure de candidature. Du coup, j'ai su assez vite que ça se goupillait bien et donc dès l'année dernière, on a passé toute notre période estivale sur Quiberon avant même que ça soit officiel. C'est un mot qu'on a passé à un peu toutes les équipes olympiques, donc je sais que les Fortis sont venus après derrière, etc. Voilà, Quiberon, c'est un plan d'eau connu déjà de tous les Français. Pour ma part, peut-être encore un peu plus parce que j'ai fait mes armes là-bas. Mais aussi beaucoup d'étrangers. On a des régates majeures qui se passent dans la baie, le SPI Ouest France. Depuis plusieurs années, c'est un plan d'eau majeur aussi pour les supports volants et l'ETF. Donc voilà, ce sera pas une énorme découverte, je pense, pour le plateau international, mais par contre, ça va être, je pense, une semaine incroyable et si on tombe sur une semaine avec de belles conditions, ça risque d'être un spectacle vraiment génial, à la fois pour les amateurs de voile et les novices, parce que le NV va vraiment se muer en petite plateforme, on va dire de 10 LGP, je pense, avec des écrans géants et essayer d'animer ce beau championnat. Erwan, vous avez beaucoup navigué sur ce plan d'eau. Est-ce que vous allez beaucoup naviguer d'ici les mondiaux? Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup navigué et nous on a fait le choix aussi de passer les derniers hivers, par exemple là en fin d'année 2025, on avait passé du temps là-bas là sur Quiberon et c'était aussi là où on a fait notre reprise avec Erwan en janvier 2025. On a passé beaucoup de temps à Quiberon et comme a dit Tim, c'est vrai que même si je suis pas local de l'étape, c'est vrai que Quiberon j'y vais depuis que je suis tout petit et j'adore ce plan d'eau. C'est vrai que c'est vraiment magique et je pense que c'est aussi vraiment adapté à nos supports, au skiff et au Nacra. Je pense qu'on va vraiment se régaler sur l'eau. Et voilà, c'est vrai qu'on n'a pas fait une préparation spécifique là-bas parce que on connaît déjà bien le plan d'eau. Et justement, je pense que c'est bien d'arriver là-bas et puis d'être un peu pas rentrer un petit peu trop dans des régates un peu stéréotypées comme on connaît. Et je pense que si jamais on passe un peu trop de temps là-bas, ça peut vite le devenir. Je pense qu'il va quand même falloir regarder de l'ouverture et puis effectivement voilà et rester alerte un petit peu sur les conditions qu'on va pouvoir rencontrer le jour J. Donc voilà, on connaît le plan d'eau, mais c'est un endroit qui est vraiment fabuleux, je pense, pour nos bateaux. Mais voilà, l'idée, ça va être d'arriver et puis en tout cas, d'être assez frais. Je pense que sur l'épreuve, c'est ce qui est important. Mais surtout, voilà, de pas trop, je trouve, nous en tout cas, c'était ce qu'on s'est dit, hein, c'était de pas trop y passer trop de temps vu qu'on connaît déjà bien le plan d'eau. Justement, d'essayer d'arriver frais et de presque d'arriver là-bas et de se dire voilà on découvre un nouvel horizon quoi même si on connaît déjà un petit peu le lieu mais juste essayer d'être que ça ressemble un petit peu à un endroit aussi un petit peu nouveau. Je sais que c'est quelque chose qu'on aime bien dans notre équipage quoi c'est un peu de nouveauté sur les lieux de navigation. Et est-ce qu'il y aura un objectif sportif minimal là-bas? Qu'est-ce que vous allez viser là-bas? Bah nous c'est vrai que déjà c'est un événement en France donc c'est quand même même si c'est pas chez moi à La Rochelle ça reste un événement en France avec ma famille qui va se déplacer voilà des amis et c'est vrai que déjà faire à cœur de faire une belle régate nous aussi c'est quand même un objectif majeur de la saison. On en a identifié deux cette année. On a le mondial à Quiberon au mois de mai, on en a une autre épreuve justement à Los Angeles au mois d'août. Donc ça fait partie de ces deux épreuves où on a bien envie d'y performer pardon. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien voilà essayer de ramener une médaille déjà montée sur la boîte sur cet événement-là. On serait vraiment super ravis. Voilà, ce sera un beau lancement d'Olympiade pour nous. Tim, il y aura plus de pression pour toi?
Je sais pas s'il y aura de la pression en plus par rapport à un championnat du monde classique. Je pense qu'il y aura un bel engouement et pour ma part, pas mal de supporters. Je pense que toute la presqu'île sera à fond derrière nous, mais plutôt voilà un support bienveillant et moi je suis super content de pouvoir vivre ça. Après les Jeux à la maison, vivre un championnat du monde, pour le coup chez moi, c'est vraiment une chance absolue. Et après, voilà, sportivement, pour nous, on va dire que le cut, ça reste l'entrée en équipe de France, le top 6 mondial. Ce sera Ouais. l'objectif numéro un. Et après, bah voilà, si on a la chance de faire une belle régate, que tout se goupille bien, on se donne pas de limite. Et forcément, on a à cœur de performer à la maison. Avant de parler du circuit ETF 26, un mot sur la suite de votre saison. Toi, Clément, tu en as déjà parlé avec un rendez-vous l'été prochain à Los Angeles. Et pour toi, Tim et Loïs, ça sera quoi la suite de la saison? Et bah, pour être tout à fait honnête, avec Clément et Erwan, on a exactement D'accord. les mêmes, Ouais. les mêmes plannings. On a une association de classe qui fonctionne en commun, l'association 49er et NACRA 17. C'est pourquoi on a les championnats du monde au même endroit, les championnats d'Europe également. Et le circuit Sailing Grand Slam est commun à toutes les séries olympiques. Donc, on va forcément se suivre toute l'année. Et comme le disait Clément juste avant, voilà, un petit focus aussi sur Los Angeles, à la fois à la découverte de ce plan d'eau olympique et aussi une première confrontation internationale sur ce plan d'eau pour voir bah, qui aura compris un petit peu les ficelles de ce plan d'eau en premier. Donc vous enchaînez championnat d'Europe en juillet et après vous partez en Californie, c'est ça? Exactement. D'accord. Et la suite après, c'est j'imagine que le rideau n'est pas tiré après il y a que des entraînements quasiment jusqu'à la fin de la saison. Il y aura plus de compétition ou pas beaucoup en accra? Non, normalement, après Los Angeles, ce sera une période plus calme, Ouais. une période de foncier. Où on va essayer voilà, de continuer à naviguer, continuer à développer certains points de notre équipage, de notre bateau aussi. Mais par contre, un peu plus localisé en Bretagne pour aussi simplifier logistiquement nos entraînements et pouvoir aussi voir la famille, travailler chez Banque Populaire Grand Ouest. Donc voilà, un vrai focus, pas mal on va dire, d'engagement sur ce début d'année et une deuxième partie de saison un peu plus soft. Bon et un petit peu de d'ETF26 aussi, on va en parler maintenant. Clément, vous avez fait vos grands débuts en ETF26, avec l'équipe de BAM Sport, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui est un sponsor, qui est votre sponsor sur ce circuit. Raconte-nous comment vous avez fait ce choix, avec Erwan de vous lancer sur ce circuit. Je crois qu'au départ, ça devait être même avec Tim si Erwan nous l'avait raconté, récemment dans un numéro de Sailors. Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que, comme je disais en préambule, nous, avec Arwan, on n'avait pas envie de... Déjà, tout d'abord, on voulait repartir pour une saison olympique, hein. C'est pour ça qu'on a ranké en 49er. Mais en même temps, on s'est dit qu'il fallait qu'on régate un peu plus. On trouvait que le circuit 49er, bah, il était vraiment top. On apprenait plein de choses, mais on aimerait bien juste régater un petit peu plus. C'est un peu ce qui nous manquait, nous. Donc voilà, on a beaucoup discuté avec notre partenaire justement de BAMS et voilà, et puis bah, le fait qu'on ait fait aussi bah, quelques régates avec Tim en ETF 26 l'année dernière, c'est vrai que ça nous a beaucoup plu. On a beaucoup aimé le bateau et bah, du coup notre partenaire a été prêt justement à nous accompagner, à nous aider sur la saison pour participer aux épreuves du circuit ETF 26 Series. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé et puis bah c'est vrai que voilà, on adore découvrir des choses et c'est vrai que en Forti, tous les jours quand on va sur l'eau, on apprend plein de choses, mais je pense que l'univers un petit peu du foil, c'est quelque chose qu'on connaissait pas du tout avec Erwan et qu'on avait aussi envie de découvrir parce qu'on trouve que c'est très complémentaire à notre bateau. Je pense qu'il y a énormément de similitudes malgré le fait qu'il y a un bateau archimédien et l'autre qui est sur foil, on s'aperçoit dans les peu de navigation qu'on fait en ETF que il y a beaucoup de similitudes et qu'on va pouvoir retranscrire effectivement après sur le Forti. Ça reste vraiment notre projet majeur aujourd'hui, le 49er. Mais par contre, le TF26 est vraiment très complémentaire justement pour pouvoir bah, donner le meilleur de nous-mêmes après sur les épreuves.
Et c'est vrai que bah, l'ETF, voilà, on est super content. Le début de saison, là, ont été un peu compliqué, on va dire sportivement, hein, parce que bah on débute un peu sur le bateau, donc c'est le temps un peu de trouver nos marques. Mais voilà, c'est très très riche en apprentissage et on est sorti de là vraiment avec la banane parce que bah on a appris plein de choses et je pense que c'est ce qu'on avait besoin aussi à notre moment de carrière avec Arwan, c'est de d'apprendre des choses sur un différent support. Et c'est vrai que même si sportivement ça a été un peu délicat, on va dire, c'est vrai que on est ressorti de là avec plein de pistes de travail qui étaient vraiment chouettes. Et puis voilà, en apprentissage, on sait qu'on a appris énormément de choses. Et on a su aussi, voilà, bah, s'entourer aussi de personnes qui connaissaient aussi le bateau. Donc, on s'est entouré de Yann Jovin et de Jean-Baptiste Ducamin, voilà, qui sont bah, deux personnes qui ont déjà l'habitude de naviguer sur des bateaux volants. Donc voilà, c'est très riche aussi de notre expérience et puis on apprend plein de choses aussi avec eux. Donc et puis la dynamique est très bonne pour voilà pour ce type de projet. Donc c'est vraiment quelque chose voilà qui va être vraiment, je pense, qui va porter ses fruits pour nous pendant la saison et sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour retranscrire un petit peu tout ce qu'on a appris derrière en 49er quoi. Voilà. Tu peux nous dire spécifiquement ce que tu apprends sur un circuit comme ça que tu peux transposer en 49er? Bah, par exemple, voilà, sur un petit peu sur les changements d'amure entre, par exemple, le prêt et le portant, c'est vrai que bah, il y a c'est un bateau qui est quand même très puissant, le TF26, et qui demande d'être encore plus fin, on va dire, dans certains aspects de la course. Et une communication aussi qui doit être vraiment très claire et très précise pour que justement bah, tous les trois à bord du bateau on puisse exécuter au mieux la manœuvre avec bah, les ficelles ou ce qu'on a dans les mains. Donc bah, c'est vrai que je pense que ça, ne serait-ce qu'en communication, je pense que ça demande d'être très précis sur ce qu'on fait à l'instant T. Et je pense que voilà, le fait de naviguer depuis bah, très longtemps avec Arwan en 49er, c'est quelque chose qu'on a aussi un peu perdu parce qu'il y a beaucoup d'automatismes qui sont dans notre équipage. Et ben là, en fait, de devoir parler des fois des choses un peu banales, bah, on s'aperçoit que des fois, ça nous permet d'exécuter un petit peu mieux les manœuvres. Et puis aussi, voilà, dans les aspects un petit peu voilà, de course, tactiquement, au niveau stratégie, c'est aussi ce que je disais en préambule qu'on aimerait bien améliorer dans notre équipage. Et bah, c'est vrai que bah, c'est encore un autre univers avec une autre manière de régater. Et bah, c'est hyper riche en tout cas. Et je suis sûr que même si voilà, ça reste la régate qui est un peu différente parce que voilà, il y en a un qui est sur un catamaran et l'autre sur un monocoque. Mais je pense qu'au niveau d'aspect de la régate, il y a plein de choses qui voilà qui vont nous faire sens derrière et qui vont nous aider à être encore meilleurs après en 49er. Tim, toi, c'est pas une découverte, le circuit ETF26 que tu avais déjà navigué plusieurs saisons, avec ton équipe de Team Pro qui revient cette année. Comment s'est fait ce retour? Bah, écoute, c'est déjà une volonté de sponsor de notre partenaire majeur qui est Proclean, donc David Vaidi, le gérant de cette entreprise qui voulait revenir sur le circuit ETF, un circuit ETF aussi qui était renouvelé avec des mises à jour du bateau, des mises à jour technologiques avec de nouveaux foils et de nouvelles voiles qui permettent aujourd'hui, on peut le dire, de voler au près. Donc c'était un peu tout ce mélange-là, aussi bah, l'attractivité sportive de la série et aussi également hein, pour terminer la possibilité pour les partenaires d'emmener des clients. C'est un bateau qui est génial pour ça, qui procure des sensations vraiment incroyables, même pour les novices, les amateurs. Et, euh, et c'est voilà un bateau très complet et tout ce petit mélange-là fait que nos partenaires étaient chauds pour y retourner et bien évidemment on était de la partie. Le bateau a vraiment évolué maintenant qu'il est full foiling? Oui, carrément. On est un petit peu en découverte également sur tous ces aspects-là. Alors pour notre part, l'équipage, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas navigué ensemble, donc il y avait une phase de recalage, mais en même temps une phase de recalage sur un bateau que, au bout du compte, on connaissait peu, des équilibres qui ont beaucoup changé et une manière de régler les voiles également. Donc ouais, un nouveau bateau au final et c'est vraiment sympa parce que ça réouvre pas mal d'aspects de la régate. Foiling au près, c'est vraiment un truc assez exceptionnel.
Et qui dit foiling au près, et ben on met pas la voile d'avant, et cette voile d'avant, bah on la porte pas au portant, et donc on reste sous J-Bonny, comme on dit dans le milieu, sur les bords de portant, et c'est vraiment sympa parce que ça déboule. Tu nous rappelles l'équipage? Il y a ton père Jean-Christophe, je crois, c'est ça, et qui était avec toi? Donc mon père est manager de l'équipe et coach sur cette saison. Et au réglage, on a Benjamin Amiot, qui est voilà, un spécialiste catamaran, bateau volant, notamment les gros bateaux volants avec le TF35 et le GC32, et Pierre-Yves Durand, qui est mon acolyte de toujours, on va dire, avec qui j'ai commencé à l'âge de 15 ans en Formule 18 et qui m'a suivi tout au long de ma carrière. Et voilà, c'est le noyau dur Team Pro qu'on essaye de garder, et qui nous permet aussi, voilà, en très peu de temps, d'avoir un niveau sportif assez intéressant parce qu'on se connaît plutôt bien. Oui, vous avez terminé 2e à Mar-Menor. J'imagine que le bilan était satisfaisant derrière l'équipage Blue Shift Sailing Team de Charles d'Orange, c'est ça? Oui, oui, carrément, on est très content de ce résultat pour commencer la saison. On est arrivé avec beaucoup d'incertitudes matérielles, parce qu'il fallait remettre le bateau en config avant ce GP de Mar-Menor. On a tous des activités annexes bien prenantes, hein, que ce soit l'olympisme et d'autres des activités pro à côté. Mais on a réussi à tout mettre bout à bout et arriver un peu en matière d'outsider sur ce premier event. Et voilà, on a tout de suite, je pense, retrouvé un peu les ficelles du bateau, et même plus dans les conditions volantes, parce qu'on allait vraiment très bien quand ça volait au près. Donc ça nous a mis rapidement sur le devant du tableau d'affichage. Malheureusement, un dernier jour un petit peu moins bien maîtrisé qui nous coûte la victoire. Voilà, maintenant on sait qu'on a les cartes pour aller gagner des grands prix et gagner la saison. Donc on va essayer de progresser, parce que je peux vous dire que devant ça attend pas, hein, que ce soit l'équipage de Charles-Henri Erasmus ou Entreprise du Morbihan de Mathieu Salomon. Ils ont beaucoup d'expérience sur le bateau, beaucoup d'expérience ensemble, et ça va vite. Prochain rendez-vous au mois de juin sur le lac de Garde, hein, c'est ça? Exactement. Pour finir, on va se projeter sur l'année 2027 qui va être capitale, parce que c'est là que vont se décrocher les premiers billets olympiques pour Los Angeles. Est-ce que l'un comme l'autre, Clément, vous avez déjà tout votre programme qui est prêt pour 2027, et avec des championnats du monde qui seront décisifs? Alors pour 2027, non, on n'a pas encore tracé le programme, mais ce qui est sûr, c'est on a tous nos jours pour 2026 déjà, Ouais. qui est déjà une année assez charnière. C'est vrai que là, avec depuis le mois de janvier, voilà, la saison a commencé assez tôt et va terminer à peu près fin août pour nous, Ouais. avec un gros enchaînement de compétitions entre les deux circuits de TF et de Fortinella. Donc non, on s'est pas encore posé sur la saison 2027, mais par contre, c'est sûr que voilà, en ligne de mire, on a cette qualification de la nation qui est la première étape pour pouvoir voilà, avoir le ticket, en tout cas du bateau français aux Jeux Olympiques. Donc ça va être la prochaine grosse étape en 2027, et effectivement, ça va être l'objectif de l'année, quoi. Ça se jouera pour vous en Pologne ou au Brésil? Je me souviens plus. Il y a deux championnats du monde, un à Fortaleza et un à Gdynia en Pologne, c'est ça? Et pour vous, c'est? Et tout à fait, et nous, ça sera la Pologne. Malheureusement, on n'aura pas le droit au palmier brésilien. Tim, tu disais, vous avez quasiment les mêmes calendriers avec Clément, c'est pareil, vous projetez, est-ce que vous avez déjà un œil sur cette année 2027? Non, on n'a pas Ouais, particulièrement regardé le planning de cette année 2027, mais on connaît déjà l'échéance majeure avec le championnat du monde World Sailing. Le championnat du monde World Sailing, c'est un championnat très important dans l'Olympiade. Comme disait Clément, c'est là qu'on gagne notre ticket pour la nation. Mais c'est aussi le seul championnat du monde où on se retrouve toutes les séries ensemble. Pour cette fois-ci, ça sera divisé en deux entre les séries doubles et les séries solitaires. Et voilà, c'est après les Jeux Olympiques sûrement l'événement le plus important de l'Olympiade. eh ben très bien. Merci à tous les deux. On vous souhaite une bonne semaine de Palma, donc qui se débute le week-end prochain. On va suivre avec attention
vos résultats respectifs en espérant vous retrouver sur la boîte. Et on vous suivra tout au long de la saison. Merci, bonne préparation. Et quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour le 245e épisode de Pause Report. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal, et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter Sailors, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, c'est gratuit et ça se passe sur sailors.com. À bientôt.